L'Arctique est en train de disparaître. Dans quelques années seulement, le pôle Nord pourrait connaître son premier été sans glace des 125 000 dernières années. Mais une nouvelle expérience audacieuse pourrait inverser le cours du temps. Des scientifiques se travaillent au regel de l'Arctique. S'ils réussissent, ils pourraient sauver le pôle Nord. Mais s'ils échouent, ils pourraient déclencher des catastrophes imprévues. Donc, dans quelle direction les choses iraient-elles? Eh bien, voici un peu de contexte. Au cœur de l'Arctique, les températures chutent si bas que le métal se fissure et les vents hurlent à travers la glace. En hiver, la température moyenne est de 34,4 degrés Celsius. Mais malgré le froid apparemment extrême, la région fond réellement, se réchauffant 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. La glace est comme le miroir naturel de la Terre. Elle reflète la lumière du soleil vers l'espace, aidant à maintenir la planète fraîche. Lorsqu'elle fond, elle expose l'océan sombre en dessous. L'océan absorbe la lumière du soleil au lieu de la réfléchir, et la diffuse à travers toute la planète. Cela réchauffe la planète encore plus rapidement, faisant fondre encore plus de glace. C'est un cercle vicieux, et si cela continue, nous atteindrons un point où la glace ne reviendra pas. La glace épaisse et ancienne qui recouvre le pôle Nord depuis des milliers d'années a déjà disparu à 95%. Elle s'amenuise depuis les années 80. La glace qui y reste maintenant est mince et fragile, et lorsqu'elle disparaîtra, elle déclenchera une dangereuse réaction en chaîne. Pendant ce temps, un groupe de chercheurs d'une start-up britannique appelée Real Ice s'efforce de ralentir, voire d'inverser, la fonte de l'Arctique. Le projet se déroule dans un petit village glacé du Canada nommé Bay Cambridge. Real Ice veut briser ce cercle vicieux. Voici leur plan. D'abord, ils forent à travers la glace existante et placent une pompe sous-marine en dessous. Ensuite, ils pompent de l'eau de mer sur la surface de la glace où elle gèle rapidement en une couche supplémentaire épaisse. Enfin, ils enlèvent la neige de la glace, qui agit généralement comme une couverture, empêchant un gel supplémentaire. Après cela, la glace continue de se former, plus solide, plus épaisse et plus difficile à fondre. C'est une idée simple inspirée de la nature elle-même. La glace se forme naturellement de cette manière dans certaines régions arctiques. Mais maintenant, les scientifiques veulent le faire à grande échelle. Jusqu'à présent, cela semble fonctionner. Entre janvier et mai 2024, ils ont couvert environ 4087 mètres carrés de glace, et celle-ci est devenue en moyenne 51 cm plus épaisse. Et en novembre 2024, ils ont commencé une nouvelle série de tests. Au cours des 10 premiers jours de l'essai, la glace avait déjà épaissi de 10 cm. Maintenant, ils reviendront le 20 mai 2025 pour vérifier comment les choses se passent. Ils pensent qu'il y en aura entre environ 40 à 79 cm pendant l'hiver arctique. C'est un petit début. Mais s'ils peuvent prouver que cela fonctionne, leur plan est de s'étendre sur une zone de plus de 2 fois la taille de la Californie, environ 1000 km² de glace. Et ils ne s'arrêteront pas là. La grande idée est d'envoyer 500 000 drones sous-marins alimentés par une énergie propre pour automatiser tout le processus. Ces drones perceraient des trous, pomperaient de l'eau et recongèleraient la glace sans intervention humaine. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains scientifiques pensent que toute cette idée est un désastre en attente de survenir. Premièrement, ils soulignent que la glace plus salée, celle provenant de l'eau de mer pompée dessus, fond plus rapidement en été. Donc, si cette nouvelle glace fond trop vite, nous pourrions finir par aggraver la situation. Certains d'entre eux pensent également que c'est une distraction dangereuse par rapport au problème central, comme traiter les symptômes au lieu des problèmes fondamentaux. De plus, rendre plus épaisse une petite couche de glace est une chose. Mais faire cela sur l'ensemble de l'Arctique, c'est un tout autre défi. Une autre préoccupation est l'écosystème. L'Arctique est l'un des écosystèmes les plus fragiles de la Terre. Un changement dans l'épaisseur de la glace pourrait affecter la vie marine, perturber la croissance des algues et impacter la chaîne alimentaire de manière que nous ne comprenons pas entièrement. Il y a aussi la question de l'argent. Real Ice estime que le regel de l'ensemble de l'Arctique coûtera environ 5 à 6 milliards de dollars par an. Qui paie pour cela? Actuellement, ils sont autofinancés avec le soutien de quelques investisseurs. Mais à terme, ils espèrent que des pays, des fonds mondiaux ou même des entreprises financeront le projet. Real Ice soutient que ne rien faire pourrait être bien pire. Si nous n'agissons pas, nous pourrions perdre l'Arctique de notre vivant. Cela pourrait au moins aider à gagner du temps pour réparer la planète. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées. L'idée de sauver la glace arctique n'est pas nouvelle. Au fil des années, les scientifiques ont suggéré des plans assez audacieux pour stopper la fonte. En 2017, il y avait le plan initial d'une pompe alimentée par le vent.
Le physicien Steven Desch a proposé d'installer environ 10 millions de pompes éoliennes dans l'Arctique. Ces pompes extrairaient de l'eau de mer sur la glace, un peu comme le concept de glace réelle. Cette eau gèlerait durant les mois froids d'hiver, créant une couche de glace plus épaisse. Le plus gros problème est que quelqu'un devrait diriger tout ce spectacle. Et que se passe-t-il si quelque chose tourne mal? En 2018, il y avait le projet des billets de verre, censé débuter dans les années 2020. Une équipe appelée l'Arctic Ice Project a suggéré de couvrir l'Arctique avec de minuscules billes de verre réfléchissantes. Oui, des billets de verre. L'idée était essentiellement de remplacer l'effet miroir de la glace. Les perles repousseraient la lumière du soleil, maintenant ainsi la glace plus froide plus longtemps. Le projet est en cours d'expérimentation par un groupe de scientifiques travaillant avec l'Arctic Ice Project. Ils affirment que les billes de verre sont fabriquées à partir d'un matériau sans danger pour les animaux. Ils prétendent même que les oiseaux utilisent un matériau similaire pour les aider à digérer la nourriture. Le verre utilisé dans ces microsphères est le même matériau que celui utilisé dans les équipements de laboratoire et les ampoules. Cela semble sûr, non? Eh bien, pas si vite. Il y a aussi le risque environnemental. Ces billes de verre sont minuscules et pourraient facilement pénétrer dans l'océan, affectant tout, du poisson au plancton. Nous avons encore besoin de plus de recherches pour comprendre comment ce matériau se décompose dans l'océan et s'il pourrait affecter la vie marine. Mais là où les choses deviennent vraiment folles, c'est lorsque nous commençons à penser à l'extension de ce projet. Pour couvrir ne serait-ce qu'une infime fraction de l'Arctique, il leur faudrait des millions de tonnes de ces microbillets de verre, et cela ne serait qu'un début. Et ils devraient s'y travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, malgré les températures glaciales et les tempêtes de neige. Les scientifiques pensent que cela pourrait maintenir la glace suffisamment épaisse pour survivre à l'été, et même ralentir la fonte. Mais est-ce réellement faisable? Il y a aussi l'initiative Bright Ice, fondée par les mêmes personnes derrière le projet de glace arctique. Au lieu de se concentrer sur l'océan Arctique, ils veulent utiliser les mêmes microsphères de verre pour restaurer les glaciers. Ils ont même essayé cela sur un glacier en Islande, mais les experts restent sceptiques. Ils disent que cela pourrait simplement accélérer la fonte au lieu de la ralentir. Une autre idée était l'ensemencement des nuages avec des particules d'eau. Cela impliquerait de vaporiser de l'eau de mer directement dans le ciel. Cela formerait des nuages qui reflèteraient davantage la lumière solaire. Comme vous pouvez le constater, certains de ces plans étaient soit trop coûteux, trop compliqués, ou tout simplement extravagants. Le plan de Real Ice s'inspire d'idées de projets antérieurs, mais il est beaucoup moins coûteux et plus pratique. Surtout, il fonctionne. Cependant, toute cette catastrophe arctique touche déjà les populations. Dans le village de Newtok, en Alaska, la terre disparaît. Chaque année, environ 21,3 mètres de la berge s'érodent, emportant maisons et histoires avec eux. Tout cela est dû à l'érosion et au dégel du pergélisol. Maintenant, ces personnes ont dû déménager vers un endroit plus sûr nommé Mertarvik, situé à seulement 14,5 km. Cependant, c'est un voyage long et éprouvant. Le déménagement a nécessité des années de planification, les habitants de Newtok ayant déjà commencé la transition en 2019. Le nouveau village offre une meilleure santé et sécurité, mais il est encore en cours de développement. Des éléments comme l'école et l'épicerie se trouvent encore dans l'ancien village, ce qui complique les choses. Des systèmes d'eau et d'égouts sont en cours d'installation, et pour l'instant, la plupart des habitants utilisent un système de seau à miel. Mais au moins, ils ont une chance de reconstruire. Il n'est pas encore clair si ces idées de géo-ingénierie sont un moyen de secours ou une catastrophe. Pour l'instant, nous pouvons simplement les surveiller. Certains lieux ne semblent pas importants jusqu'à ce que le monde réalise qu'ils détiennent les clés de l'avenir. C'est le cas de l'Arctique canadien. Pendant la majeure partie de l'histoire, il n'y avait là que de la glace, de la neige, des rochers, des caribous et encore plus de glace. Mais maintenant, la région est sur le point de devenir l'une des plus importantes de la planète et pourrait faire du Canada une superpuissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle recèle de minéraux dont on a besoin pour les véhicules électriques, les satellites et les systèmes de missiles, et la demande explose. Il ne s'agit toutefois pas simplement d'extraction et de ressources. Il s'agit aussi de contrôle. Actuellement, la Chine a une avance considérable car elle raffine plus de 90% des terres rares mondiales. Cela signifie que si vous voulez lancer un satellite, fabriquer des appareils électroniques avancés ou même simplement maintenir l'éclairage de votre maison intelligente, il y a de fortes chances que vous dépendiez de la Chine. Et cela rend la plupart des grandes puissances mondiales très nerveuses. Parce qu'au moment où tout devient électrique, personne ne veut dépendre de son principal rival géopolitique.
Ainsi, la course internationale aux technologies propres a officiellement démarré. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, tous sont en compétition. Cependant, les dernières technologies et un potentiel inexploité pourraient donner au Canada un bel avantage. Le Canada possède ces minéraux depuis des décennies, mais en raison des prix bas, du terrain difficile et de l'absence d'une véritable ruée mondiale, personne n'y a encore vraiment touché. Cependant, Ottawa s'est enfin décidé à passer à l'action. En 2022, le Canada a lancé sa stratégie sur les minéraux critiques, avec des milliards en financement et des avantages fiscaux pour inciter les entreprises à aller creuser. Il projette également de construire les routes, les ports et les lignes électriques nécessaires pour accéder à ces gisements reculés du Grand Nord. Le Canada produit déjà plus de 60 minéraux et métaux, mais 31 d'entre eux sont désormais considérés comme critiques. 6 d'entre eux reçoivent un traitement de faveur. Le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares. Mais déterrer ces trésors n'est que la première étape. Le vrai plan? Garder tout ça sur place, transformer ces richesses glacées en batteries flambant neuves sur les lieux mêmes de l'extraction. Cela signifie qu'ils construiront non seulement des mines, mais aussi des raffineries, des centres de traitement et des usines de haute technologie, dans un lieu où il n'y avait jusque-là que des congères et du silence. Alors que d'autres en discutent encore, le Canada s'affaire à bâtir des routes et à tendre des lignes électriques. Lentement mais sûrement, il transforme les champs de neige en des terrains de jeu high-tech. Accéder à tous ces trésors enfouis était autrefois presque impossible. Après tout, nous parlons de terres reculées où aucune voie n'a jamais abouché. Le sol est gelé en profondeur pendant la majeure partie de l'année. Et même si vous trouviez quelque chose de précieux, le transporteur était un véritable cauchemar logistique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le Canada a un atout dans sa manche, l'IA. Je ne sais pas ce que vous en faites, mais moi, je l'utilise principalement pour créer des mèmes et de la musique. Et les géologues, ils scannent l'Arctique au rayon X comme si c'était Minecraft. Au lieu de forer à l'aveugle, ils utilisent des échantillons de carottes datant de plusieurs décennies, les analysent avec l'IA et obtiennent des prévisions étonnamment précises sur ce qui se trouve sous la surface. C'est comme passer d'une carte au trésor de vieux pirates à un GPS qui vous indique où creuser exactement. Des entreprises comme Geologica AI et Cobalt Metals sont déjà au travail. Elles intègrent ces données dans l'IA afin d'obtenir la localisation précise du nickel, du cobalt et des terres rares. Dans les territoires du Nord-Ouest, le Canada dirige un laboratoire pilote qui utilise l'IA et la numérisation pour réanalyser des échantillons de roches datant de plusieurs décennies. L'objectif est de repérer des gisements minéraux cachés que les méthodes anciennes auraient pu manquer. Et ce sans creuser un seul nouveau trou. Tout cela a l'air plutôt génial, mais j'ai peut-être présenté les choses de manière un peu trop simplette. Creuser dans l'Arctique est une immense galère logistique. Pour commencer, il ne s'agit pas seulement d'un coin reculé. L'Arctique canadien est immense. Il représente presque la moitié du pays, s'étendant sur le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Nous parlons d'une région plus grande que l'Inde, mais avec moins d'habitants qu'une petite ville. La plus grande partie est constituée de pergélisol, de terres sauvages et d'îles complètement glacées disséminées à travers tout l'archipel. Les températures vont de 10 degrés seulement en été à moins 40 ou même moins, avec un sol qui reste gelé presque toute l'année. Fait amusant. Saviez-vous que moins 40 degrés Celsius est l'équivalent de moins 40 degrés Fahrenheit? C'est la seule température où les deux systèmes se croisent. Ils possèdent chacun leur rythme et ne se rencontrent que quand il fait suffisamment froid. Voilà, c'était pour les passionnés de la météo, dont je fais partie. On ne peut donc pas simplement débarquer en camion et commencer les travaux en Arctique. Là-bas, les routes s'arrêtent. Vous voulez construire quelque chose? Cela vous prendra des années, et un hiver rigoureux peut tout mettre en suspens. Et si vous voulez continuer vers le nord, il vous faudra plus de tout. Encore plus de nourriture, plus de carburant, plus de machines, ce qui signifie encore plus d'argent. Et à propos d'argent, un autre fait glaçant est le coût d'une telle opération. L'exploitation minière dans l'extrême nord est bien plus chère qu'en Australie ou au Chili par exemple. Une IA pourra vous indiquer où se trouvent les minéraux, mais il faut encore que des gens et de grosses machines aillent creuser. Et cela coûte une fortune. Et ce n'est pas tout. La majeure partie du Nord canadien est un territoire autochtone. Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis y vivent depuis des milliers d'années. Et les zones riches en minéraux se trouvent souvent directement sur leurs terres ancestrales. Donc, lorsque le Canada parle de débloquer l'Arctique, il ne s'agit pas seulement de routes et de robots. C'est aussi une question de partenariat et de collaboration. Les autorités ne peuvent pas simplement faire ce qu'elles veulent. Légalement, ces projets nécessitent la consultation et le consentement des peuples autochtones.
La bonne nouvelle. Certaines communautés ne se contentent pas de collaborer, elles ouvrent sur la voie. Dans des régions comme le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest, des sociétés autochtones et des puissances mondiales façonnent déjà le développement. Si le Canada veut réussir, il aura besoin de bien plus que d'une technologie de pointe et de gros investissements. Il lui faudra aussi la confiance. Donc, avec tout cela à l'esprit, le Canada peut-il y parvenir? Honnêtement, avec les avancées technologiques et les partenariats, cela ne semble pas impossible. Car le Canada ne se contente pas de faire telle ou telle chose très bien. Il assure sur tous les tableaux en même temps. Résumons. Ressources cachées? Oui. Nouvelle stratégie? En place. Gros financement? Approuvé. Outils d'IA? Déployés? Partenariat avec les autochtones? En cours? Infrastructure? Déjà en chantier. C'est une boule de neige qui se transforme en avalanche. L'exploration stimule l'investissement. L'investissement accélère les routes. Les routes ouvrent plus de gisements. Plus de gisements attirent plus d'usines. C'est un cercle vertueux, et s'il continue à l'alimenter, toute l'opération dans l'Arctique pourrait passer d'une simple idée à un véritable empire en un temps record. L'expression actif gelé prendra alors un tout nouveau sens. Mais cela ne profite pas seulement au Canada. Cela pourrait également épargner aux États-Unis de nombreux problèmes. Si tout se déroule comme prévu, les États-Unis n'auront pas besoin de commander des terres rares à l'autre bout de la planète. Ils pourront simplement regarder vers le nord, saluer les caribous et obtenir ce dont ils ont besoin de leurs voisins le plus proche. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent publiquement cet effort, avec un appui logistique et des financements permettant de construire une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de confiance. Pour le Canada, cela pourrait être l'occasion de passer de simples fournisseurs de matières premières au statut d'acteurs de premier plan dans l'économie des technologies propres. Pour les États-Unis, c'est un peu comme s'ils découvraient que leur voisin a secrètement construit une usine de batteries dans son arrière-cour au moment où il cherche justement à construire des véhicules électriques. Et globalement, l'abondance de ressources tend à faire baisser les prix. Et c'est toujours une bonne chose pour nous autres gens ordinaires. Du cobalt, du nickel et du lithium moins cher signifie des batteries moins chères. Et des batteries moins chères signifient des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie, des téléphones, des ordinateurs portables, tout ça plus abordable. Maintenant, ne vous emballez pas trop vite. Comme nous l'avons dit, l'exploitation minière dans l'Arctique n'est pas bon marché. Mais en théorie, une fois que le moteur de la technologie propre du Canada sera pleinement opérationnel, une offre plus importante et des chaînes d'approvisionnement plus courtes devraient progressivement réduire les coûts. Et ce n'est pas seulement une question de prix, il s'agit aussi de stabilité. Actuellement, si un pays réduit ses exportations ou est pris dans des enjeux politiques, tous ceux qui dépendent de lui sont déstabilisés. Mais avec le Canada intervenant comme un fournisseur fiable, le système mondial pourrait bénéficier d'un peu plus de marge de manœuvre. Les fabricants pourront cesser de s'inquiéter des points de défaillance uniques et commencer à construire avec plus de confiance.